Hello and a very warm welcome. My name is Guntram Wolf and I'm the director of Bruegel, and I'm honored and pleased today to host a debate with the President of the European Council, Charles Michel, on the topic from playing field to player, Europe's strategic autonomy as our generation's goal. Thank you so much, Mr. President, for joining us for this debate. Today, the plan of today's debate is first to hear your keynote speech, and following your keynote speech, there will be time for us to engage in a debate, but of course also for you in the audience to join us in this debate and ask your questions. For that, you need to go on the website slido, sli.do, and type in the word autonomy, and then you can ask your questions, and I will see some of your questions, the questions here on my smartphone, and pick some of those, not all of them, but some of those, and post them to the President. Without much further ado, let me thank you again, and I look forward to your keynote speech. Thank you. Cher Guntram Wolf, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir, c'est aussi un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui grâce à l'Institut Bruegel. Vos contributions au débat européen sont remarquées, elles ont un impact. Avoir un impact, c'est aussi le thème lorsqu'il s'agit de l'autonomie stratégique européenne. Souveraineté, puissance, nous savons que les concepts et les mots peuvent avoir des connotations différentes, ici et là, mais aujourd'hui, je souhaiterais me concentrer sur la substance, même si d'emblée, je voudrais tenter d'éviter un reproche récurrent. L'autonomie, ce n'est pas le protectionnisme, c'est même l'inverse, et je vais tenter de le démontrer. Chacun, on se souvient de la formule de Paul-Henri Spaak qui disait « Il n'y a que deux types d'États en Europe, les petits et ceux qui ne savent pas encore qu'ils le sont, petits ». Et cette formule de Paul-Henri Spaak, elle m'inspire une autre formule. L'Europe, elle est grande, mais elle ne le sait pas encore. Et les 3 dernières décennies de la construction européenne ont vu à la fois la création du marché unique, l'espace Schengen, l'euro, le grand élargissement, et enfin le traité de Lisbonne qui a consolidé notre cadre institutionnel. Chacune de ces étapes a renforcé l'Union européenne et son autonomie. Elles ont, chacune de ces étapes, engendré un grand marché et un espace de liberté devenu première puissance commerciale. Et avec cela, s'est développé le fameux Brussels Effect, si bien décrit dans son livre par Anu Bradford, l'effet Bruxelles. L'effet Bruxelles, ce n'est pas la bureaucratie, souvent décriée chez nous, c'est au contraire la capacité à diffuser des normes dans le monde qui forcent l'admiration en dehors de l'Union européenne. C'est un peu comme dans l'œuvre de Molière, Monsieur Jourdain parle en prose sans le savoir. Eh bien peut-être les Européens sont devenus aussi une puissance sans le savoir. Et je voudrais, à titre d'exemple, mentionner notre diplomatie climatique. Nous sommes, comme Européens, à l'avant-garde dans la lutte contre le réchauffement. En 2018, c'est il n'y a pas si longtemps, quelques pays pionniers se sont engagés sur la neutralité carbone en 2050. Ensuite est venu un travail de conviction, la mobilisation de la société civile et les jeunes pour le climat. Et en décembre 2019, avec l'appui du Green Deal porté par Ursula von der Leyen, les 27 États membres ont pris l'engagement de 2050 pour toute l'Union européenne. Et puis ensuite, avec ténacité, nous avons adressé ce message à la Chine, y compris lors du dernier sommet virtuel avec le président Xi. Et son annonce par le président Xi la semaine dernière à l'ONU de l'engagement chinois sur 2060 concrétise à mes yeux un succès diplomatique réel. Bien sûr, nous devons être vigilants pour la mise en œuvre, mais c'est un pas dans la bonne direction. Mesdames et messieurs, pourquoi donc le choix d'une autonomie stratégique européenne est à mes yeux encore plus essentiel aujourd'hui? Bien sûr parce que le monde globalisé a beaucoup changé depuis la fin de la guerre froide, et aussi parce qu'un arc d'instabilité s'est développé tout autour de nous. À l'Est,
L'extension naturelle et inoffensive de l'espace démocratique européen a été stoppée brutalement par la Russie en Ukraine. La Russie y a perçu un danger géopolitique majeur et cela a coûté à l'Ukraine une partie de son territoire et une guerre à l'Est qui déstabilise durablement le pays et même la région. Et même si le contexte est différent, les événements récents au Bélarus mettent encore une fois en lumière le défi aux frontières orientales de l'Europe. En Méditerranée orientale, nous faisons face à des tensions et à des imprévisibilités. La Libye, la Syrie sont des foyers d'insécurité et d'instabilité. Des pressions sont exercées sur la souveraineté de la Grèce et de Chypre, et notre relation avec la Turquie est soumise à rude épreuve. Et c'est la raison pour laquelle, vous le savez, le prochain sommet européen sera consacré à l'adoption d'une position stratégique européenne en lien avec cette région. J'ai d'ailleurs proposé l'organisation d'une conférence multilatérale où seraient abordées les délimitations maritimes, les questions d'énergie, la sécurité, la migration, la coopération en matière économique, par exemple. Au sud de l'Europe, l'Afrique. Et concernant l'Afrique, je sens, à l'échelle de l'Europe et de ses dirigeants, combien le regard sur l'Afrique est en train de changer, change et probablement va continuer à se transformer. L'énergie, la vitalité en Afrique peuvent ouvrir le chemin vers une alliance sans précédent. Cela dépend que de nous, responsables africains et européens, et j'espère que nous aurons l'occasion de travailler intensément pour transformer cette alliance en un déploiement de projets extrêmement concrets, optimistes et positifs. À l'ouest, le Brexit. Au lendemain du référendum, reconnaissons-le, le résultat a bousculé l'Union européenne. Ce choix de souveraineté nationale a été ressenti comme un échec de la construction européenne. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? À mon avis, c'est aujourd'hui le Royaume-Uni qui fait face à la force tranquille européenne. En vérité, je le crois, les Britanniques font face à un dilemme. Quel modèle de société veulent-ils pour eux-mêmes ? Préfèrent-ils maintenir des standards élevés de qualité, sanitaires, alimentaires, environnementaux par exemple, ou au contraire veulent-ils une forme d'abaissement des normes qui conduira à soumettre leurs éleveurs, leurs entreprises à la concurrence probablement déloyale et injuste venant d'autres régions du monde ? Et c'est, je le crois profondément, la réponse à cette question-là qui déterminera le niveau d'accès à notre marché intérieur. Quant à l'alliance avec les États-Unis, au-delà des valeurs et de l'histoire qui nous soudent, force est de constater une addition de choix géopolitiques contraires aux intérêts européens. L'affaiblissement du multilatéralisme, le retrait des accords de Paris, la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien, la tentation protectionniste, tout cela, ce ne sont pas des détails. Bien sûr, il n'y a pas l'ombre d'un doute, nous sommes et nous voulons rester un allié solide et loyal pour les États-Unis et nous espérons que c'est réciproque. Enfin, avec la Chine, nous sommes engagés. C'est un acteur essentiel pour relever des défis globaux comme le changement climatique ou le Covid-19. Mais sur le plan économique ou sur le plan commercial, nous sommes en train, parce que c'est nécessaire, de travailler pour rééquilibrer la relation. Nous voulons plus de level playing field, nous voulons plus de réciprocité. Et sur la question des droits de l'homme, nous choisissons de ne pas baisser les yeux et nous assumons la promotion de nos valeurs. Mesdames et messieurs, ce n'est pas la prétendue faiblesse de l'Europe qui l'a placée face à des enjeux complexes. C'est bien parce que l'Europe est une puissance stratégique, l'une des premières au monde, qu'elle se voit confrontée. Mais lorsque l'Europe a paru trop faible, voire même parfois trop molle, ce n'est pas nécessairement parce que d'autres étaient plus forts, c'est souvent parce que nous avons sous-estimé notre propre capacité d'influence. Enfin, l'Europe a parfois cette fâcheuse habitude, fâcheuse à mes yeux, de s'autoflageller, même lorsque nous agissons de manière robuste. Et en réalité, nos débats vifs, nos confrontations visibles, apparentes, sont le passage obligé vers la décision.
Et nous devons en être fiers. Nous ne sommes pas la Corée du Nord, nous sommes un ensemble de démocraties qui, par le débat public européen, garantissons la légitimité de nos décisions. Et cette capacité à surmonter des différences, à fixer le cap, nous l'avons démontré face au Covid-19, qui, je le crois, a créé un momentum que nous avons réussi à saisir. Les 1800 milliards d'euros mobilisés au départ de la décision du mois de juillet sont le carburant pour notre stratégie de résilience et de transformation, aussi bien environnementale que numérique. Cette décision, je pense, restera un moment clé dans l'histoire. Nous sommes capables de nous mobiliser face à nos défis intérieurs, mais nous avons bien sûr le devoir aussi de transposer cette capacité sur le plan extérieur. Notre autonomie stratégique doit poursuivre, je pense, 3 objectifs. Le premier, cela va de soi, c'est la stabilité et donc la sécurité. Le deuxième, c'est la diffusion de nos standards. Et le troisième, c'est la promotion de nos valeurs. La stabilité, c'est bien sûr la sécurité physique, c'est la paix. C'est aussi la sécurité environnementale, la qualité de l'air, l'eau potable accessible, la biodiversité protégée, le respect pour la planète et pour l'espèce humaine. Et ensuite, la sécurité économique et donc la sécurité sociale. Elle requiert un environnement favorable aux investissements et aux échanges, à l'intérieur de notre marché comme avec le reste du monde. Défendre des conditions équitables de marché et la réciprocité avec nos partenaires commerciaux, c'est une de nos priorités. Nous sommes partisans d'économies libres et ouvertes et nous sommes opposés au protectionnisme, quelle qu'en soit sa forme. Et l'accès à notre grand marché ne peut pas être bradé. Moins on en respecte les standards, moins on y accède. Que l'on quitte notre union ou qu'on souhaite s'en rapprocher. La sécurité économique, c'est aussi garantir notre approvisionnement en ressources critiques, en ressources stratégiques, comme par exemple, on l'a vu avec le Covid, les produits médicaux, ou alors la question des terres rares, mais également la question des microprocesseurs, si essentiels pour notre souveraineté numérique. C'est un autre pan capital de notre autonomie stratégique, indispensable pour notre transformation digitale. La stabilité, c'est aussi réussir à gérer de manière ordonnée, régulière et digne nos politiques migratoires. Et nous savons que cette question va beaucoup nous occuper sur le plan européen dans les prochaines semaines. Mesdames et messieurs, notre deuxième objectif, c'est de préserver notre capacité à fixer les normes. Cette capacité, c'est un vecteur majeur de la puissance européenne actuelle. Ce sont nos normes sur l'usage des substances chimiques qui, par exemple, assurent que les jouets fabriqués dans le monde sont sûrs. C'est notre règlement général sur la protection des données qui a fixé la norme mondiale de protection de la vie privée sur le web. Et de même, c'est notre définition et notre pression à éliminer les discours de haine qui ont poussé les grandes plateformes à commencer à éliminer cette malfaisance sur le net. Et nous voyons aussi combien le climat est le nouveau champ stratégique où l'Europe peut gagner la bataille des idées et donc gagner la bataille des normes. Comme pionnier des technologies environnementales, puis en fixant leurs standards, nous atteindrons un double résultat, prendre le leadership dans ce domaine et contribuer à la victoire contre le réchauffement. Et ceci illustre déjà mon troisième objectif. La force de notre modèle économique et social est qu'il est fondé d'une manière unique sur notre socle de valeurs communes. Il nous confère une légitimité et un pouvoir d'attraction formidable auprès de nombreux partenaires dans le monde. Et c'est appuyé sur ce socle que nous devons nous renforcer encore pour rendre le monde plus pacifique, plus humain et plus équitable. Être à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique, défendre des règles équitables de commerce, nous battre pour une fiscalité plus juste, il y va bien sûr de notre intérêt, mais également de l'intérêt universel. Mesdames et messieurs, nous disposons d'instruments solides et nous devons probablement plus et mieux les utiliser.
D'abord, il y a bien sûr les moyens financiers, et la récente décision relative au plan de relance est à cet égard essentielle. Ensuite, il y a les compétences européennes. Judicieusement utilisées, elles ont un impact significatif. Accords commerciaux, aide au développement, gouvernance économique, supervision des marchés financiers, stratégie industrielle, numérique, spatiale, sans oublier l'euro, dont le rôle international doit être développé. Les politiques de sanctions et de visas offrent aussi une opportunité de nature régalienne que nous pouvons mobiliser. Mais soyons de bon compte, il y a une marge possible de progrès en termes de coordination et de mise en cohérence de ces instruments au service de notre stratégie internationale. Notre haut représentant, Josep Borrell, est un super ministre des Affaires étrangères. C'est la lettre et c'est l'esprit du traité de Lisbonne. Il est totalement engagé. Son expérience, son habileté sont des atouts. Et je forme vraiment le vœu qu'en tant que vice-président de la Commission européenne et président du Conseil Affaires étrangères, il dispose de tout l'espace politique utile au service de nos intérêts communs. Et sa tâche n'est pas facile, parce que l'unanimité est requise en matière de politique étrangère. Et cette question de l'unanimité est, on le sait, très régulièrement débattue. Et je voudrais partager avec vous une opinion ou une réflexion que je veux nuancer. Certes, l'exigence d'unanimité ralentit, parfois même empêche la prise de décision. Mais cette exigence conduit aussi à déployer des efforts constants pour tenter de souder les États membres les uns aux autres. Et cette unité européenne, c'est aussi notre force. L'unanimité, par exemple, favorise l'adhésion durable des 27 pays à la stratégie délibérée ensemble. Alors, je m'interroge, le renoncement à l'unanimité ne risque-t-il pas d'apparaître comme une fausse bonne idée ? N'y a-t-il pas d'autres réformes plus pertinentes pour agir plus vite sur le plan international sans perdre la valeur ajoutée de notre unité ? Mon expérience très modeste est la suivante. Très souvent, ces derniers mois, j'ai constaté que des divergences importantes en apparence entre les États membres pouvaient rapidement être estompées grâce au débat de fond. Il en fut ainsi sur la Chine. Les préparatifs politiques nous ont permis, en quelques mois, de définir une position commune qui, désormais, semble être bien relayée par tous les États membres. Et je crois aussi qu'il en ira de même pour la Méditerranée orientale ou encore pour le Bélarus. J'ai bon espoir, là aussi, que nous puissions exprimer des positions communes qui puiseront leur force dans notre unité. Les décisions majeures que nous avons prises sur le budget et sur le fonds de relance illustrent encore cette certitude. La confrontation politique, l'échange d'arguments sur le fond, sont une étape indispensable du processus de délibération démocratique et ils fondent la légitimité de la décision. Mais c'est vrai que la confiance et le respect personnel jouent aussi un rôle clé, et c'est la raison pour laquelle je tente d'encourager au maximum les interactions, parfois même informelles, et dans différents formats, entre les dirigeants européens. L'unité n'est pas spontanée, elle requiert effort, ténacité et une volonté sans faille et sans relâche. Mesdames et messieurs, la défense n'est pas une compétence européenne comme les autres, et je connais les différentes sensibilités nationales à cet égard. À mes yeux, approfondir la défense commune est une nécessité et relève davantage du bon sens que de l'obsession idéologique. Ce projet doit se déployer au sein de l'OTAN, et c'est le sens du partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'OTAN. La coopération structurée permanente et le Fonds européen de défense que nous venons de doter de 7 milliards d'euros s'inscrivent d'ailleurs pleinement dans cette ambition. Et je veux saluer Jean-Claude Juncker, Federica Mogherini aussi, dont l'impulsion stratégique dans ce domaine n'est probablement pas encore appréciée à leur juste valeur. Mesdames et messieurs, l'Union européenne est par essence une force positive, ouverte et tolérante. Nous savons que les échanges libres et équitables contribuent à l'essor des sociétés. Nos valeurs bienveillantes et humanistes éclairent notre ambition et notre projet de transformation. La neutralité climat
et la souveraineté digitale ouvrent de nouveaux espaces pour l'intelligence humaine, l'innovation et pour le débat démocratique. Nos objectifs sont ambitieux, exigeants, la paix et la prospérité. Et c'est précisément pour cette raison que nous devons davantage déployer toutes les dimensions de notre puissance, être plus cohérents dans l'usage de nos instruments. Fidèles à nos valeurs, réalistes, probablement un peu moins naïfs, une puissance au service d'un monde plus respectueux, plus vertueux et plus équitable. Souveraineté, indépendance, émancipation, quel que soit le mot, c'est la substance qui comptera. Moins de dépendance, davantage d'influence. L'autonomie stratégique en action, c'est le credo qui nous rassemble pour définir ensemble notre destin et pour avoir un impact positif pour le monde. Je vous remercie. Well, thank you very much, Mr. President. So unfortunately, we couldn't have an applause now after the speech, which we usually like to have when we do events with a real audience. But now we only have an online audience, so we look forward to getting the applause via various social media. But it was really a very inspiring speech that covered a lot of ground, and we have to try to unpack perhaps some of the points you made. For me, I think perhaps one of the most striking points that you made, and I would like you to perhaps explain and enlarge a bit more on that point, was about the decision-making process in the European Council. You very much defended the fact that unanimity helps us to carry everyone along and basically pull all countries. When all countries pull on the same string all together, then we are strong. Then we come with a unified position. Then we are all also together in the same boat and defend the same position. While qualified majority voting, which of course has been mentioned in the State of the Union speech of President von der Leyen, Ursula von der Leyen, the Commission President, is in your views perhaps not always a strength, but rather a sign of weakness. And I was wondering whether you could enlarge a little bit more on that point, because it is, I mean, I think one of the key questions, and many commentators, many think tankers would definitely think, well, at some stage, as we are progressing with political unity, as we have more debates among ourselves, we have to also come to a point where, you know, we take decisions by majority and not just by unanimity. No, indeed. I think there is an important question. It's not easy to have the final answer, but I have the impression that very often, if we work more together before the European Council in order to try to prepare at the strategic level our debate, it's possible with the unanimity to take decisions. And of course, unanimity, it means sometimes a feeling of frustration, because it means that we need sometimes more time in order to be able to decide together. But I think that the unanimity is also the guarantee for all the member states to be involved in the process, to be involved in the European project. And my concern would be the following. Without unanimity, if we would decide to abandon this principle of unanimity, I don't exclude the feeling, the impression of some member states that they are not important in the European process. And maybe it can lead to some negative collateral effects. I don't have a final answer. I agree that we need to be able to react more quickly, but maybe there are some other tools that we can try to develop in order to react more quickly. But I think the interesting example with China the last months has demonstrated that it was possible with a very strong political preparation at the highest level to have a common approach, to take a common decision altogether. I remember that a few months ago, probably for many observers, the impression was about China, the EU, they are divided, the member states, they don't follow the same approach. And when we took the decision to go more into the substance, we observed that it was possible, because we worked a lot in the preparation, to have a common approach. And now I observed, for example,
the last days at the level of the General Assembly of the UN that all the member states, they have expressed the same approach about the future relationship with China. So China, of course, a very, very important topic. You already mentioned also in your speech the very important summit a few weeks ago where you very much emphasized the climate issues, but also the human rights issues. And when it comes to the climate issue, your speech highlights that you attribute some of the announcement that China made for its 2060 targets to the clear EU position. So can you just give us a bit more of a flavor of what was really the debate, and on the climate front, what is it really that you demanded from China, and what was the quid pro quo here? But I mean, what was expected also from China? I mean, we all are committed to fulfilling Paris, but what was it that we achieved really from the European Union point of view? I try not to be naive. I don't underestimate how it will be difficult in the next years to convince some partners in the world, and China included, to be totally committed in order to implement what we have decided in Paris. But the fact a few days ago that China announced the decision climate neutrality by 2060, it's a good step in the right direction. And who can imagine that without the role of the EU, it has been possible. It was possible for China to take such a decision, and it's one of the examples showing that we have a stronger influence than what we sometimes are thinking in Europe. And the fact that we have a clear vision for the future, the European Green Deal, climate neutrality by 2050. In the next weeks, it will be a difficult debate. We will discuss the goal for 2030. Very difficult and very complex debate with concrete consequences in all our member states. But the fact that we have a clear vision, what we want for the future, the fact at the same time that we consider that it's possible because of this climate change challenge to develop innovative technologies, I think that it makes us a stronger power in the world. And with China, our goal was very clear. It was important for us to convince China first that we want to engage with China, and second that we want to rebalance our relationship. And we consider that it's important also for China to be totally committed, to be more committed in order to reach the goals that we have decided in Paris. Well, let's spend a bit more time on China because it's such an important topic before moving on.